pensez-vous que l'honneur existe encore? Quand on parle d'honneur, on a en tête par exemple de n'avoir qu'une seule parole, de s'interdire les coups bas, et que rien n'est censé faire dévier de ce chemin. L'honneur, c'est le respect et la droiture qui intègrent une vie saine. Et ceux qui s'engagent dans l'irrespect envers un homme honorable devraient être directement sanctionnés, par un énorme coup de pression, charismatique et déterminé, ou par quelques paires de phalanges dans leur visage. Question de bon sens. Le 1v1, c'est la base depuis gamin. Être un homme de principe, c'est être celui qui tient bon face à la décadence comportementale et morale, quitte à se mettre en danger. Et dans un sens, vous n'auriez pas tort, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on avait encore des duels en France. Et le dernier était encore à l'épée, en 1967. C'était deux politiciens pour un conflit sans intérêt. Le maire de Marseille, Gaston Defferre, et le gaulliste René Rivière. Ils vont tous les deux prendre les armes. Monsieur Defferre, qui eut déjà une explication au pistolet avec monsieur Paul Bastide, prit rapidement l'avantage sur monsieur Rivière, qui pour en être à ses premières armes semblait moins assuré. Et après quelques échanges, c'est le maire de Marseille qui remporte le duel, suite à quelques gouttes de sang versées. Mais rien de bien grave. Et 9 ans plus tôt, dans l'avant-dernier duel, il y avait comme témoin un certain Jean-Marie Le Pen, qui trouvait cette pratique ridicule. Bref, c'est une description très grossière, mais c'est en somme la vision relativement commune de l'honneur. Mais franchement, tout cela n'est-il pas de l'ordre du fantasme? De nos jours, est-ce que c'est réellement possible de prendre autant de risques dans une société où le manque de respect, la crapulerie et la violence prolifèrent, faisant tous les jours les faits divers, où le simple fait de prendre sa voiture, c'est s'exposer à minima à des insultes sorties de nulle part, et avec en prime, de gros dos d'honneur. Que marcher dans la rue avec sa compagne, c'est prendre le risque qu'un inconscient la siffle. Mais encore, il pourrait décider de t'embarquer dans une embrouille qui peut très mal tourner. Et si tu réponds à ce genre de provocation, que ça dégénère et que tu en sors gagnant, il y aura de grandes chances que ça te retombe dessus. À cause de la justice, parce qu'ils jugent la réponse disproportionnée. C'est dans la loi. Toute défense doit être proportionnée à l'agression. Bref, je passe là-dessus, tellement il y a de situations absurdes qui, dans un autre temps, auraient mérité un duel à mort. Certains vont dire « on serre les dents » et d'autres seront plutôt pour serrer le cou à ces êtres sans valeur, à l'existence misérable, quitte à se moquer des conséquences. Fantasmes, conséquences, objectifs, adaptation, exemplarité, tradition et surtout l'honneur, qu'est-ce que ça veut dire et comment vivre avec? Peut-être que l'on trouvera la réponse sur la magnifique île de Tsushima. Ghost of Tsushima est un jeu de Sucker Punch, un studio américain, ce qui peut avoir une importance dans le traitement des thèmes qu'il aborde. À la base, il est sorti sur PS4 le 17 juillet 2020. Il est très bien reçu par le public, notamment pour sa prouesse technique et la vision artistique du Japon féodal qu'il propose. Et à l'occasion de son portage sur PC il y a quelques jours, je me suis penché sur son cas parce qu'il avait l'air de vouloir dire quelque chose. Ok. Donc on va suivre le jeune samouraï Jin, du clan Sakai, sur le point de se jeter dans une bataille suicide avec 80 samouraïs. Tous de clans différents, mais réunis sous un seul drapeau pour défendre leur île, l'île de Tsushima. Ils vont tenter d'arrêter l'envahisseur mongol venu bien plus nombreux. La tension est à son maximum, mais leur code samouraï, le Bushido, exige que le meilleur d'entre eux doit affronter le meilleur guerrier mongol. Alors cet homme se présente et lance le duel comme il se doit. De l'autre côté, un guerrier se présente nonchalamment face à ce samouraï. Pas le temps de sacraliser le duel, le mongol l'élimine avec un simple verre d'alcool, une torche et une décapitation magnanime en prime. Humilié, cet acte déclenche la charge des samouraïs, qui ne recevront en réponse qu'une gerbe de plomb
décimant sans aucun problème l'intégralité des cavaliers. Seul Shimura, l'oncle de Jin, survivra. Il est à la fois mentor et père de substitution pour Jin, suite au décès de ses parents. Il a eu en charge la majeure partie de son éducation, pour en faire un valeureux guerrier. Et il se trouve être aussi Jito, qui est une sorte de seigneur aux ordres du shogun, pour diriger une terre précise. Mais revenons. Il est fait prisonnier suite à l'échec de la charge, et rencontrera à cette occasion le chef mongol, ce même homme qui a réduit en cendres leur meilleur guerrier. Il se nomme Khotun Khan et se dit être le petit-fils de Gengis Khan. En réalité, il est inspiré d'un vrai personnage historique, Kubilai Khan, premier empereur de Chine de la dynastie des Yuan. Khotun Khan est un homme intelligent, cultivé, connaissant aussi bien les mœurs que la culture. Le savoir et le stratagème sont bien plus efficaces que ces préceptes poussiéreux des samouraïs. Étant héritier fictif de la lignée des Khan, son grand-père devait certainement avoir des méthodes similaires. Il était effectivement connu pour être impitoyablement brutal, et n'hésitant pas à utiliser la terreur pour prendre l'ascendant. Les Khan seraient certainement en accord avec un certain philosophe florentin bien connu. Mais ça, on verra plus tard. Jin, quant à lui, est laissé pour mort sur le champ de bataille. Il sera sauvé par Yuna, une voleuse, désireuse de libérer son frère. Ce qui tombe bien, vu que lui aussi compte retrouver son oncle, enfermé dans le château de Kaneda. Maintenant, aux mains des Mongols. Les objectifs étant communs, ils ne perdront pas de temps et partiront à leur recherche. Une fois face à la porte, et malgré son état lamentable, Jin défie le chef mongol, toujours dans les règles de l'honneur. Je suis Jin Sakai, le neveu du seigneur Shimura. Je suis venu pour venger son honneur. Ce sera un échec. L'homme n'est pas qu'intelligent, il est aussi fort. Et notre samouraï sera jeté du pont comme un moins que rien. Évidemment, il échappera à la mort une fois de plus. Yuna et Sakai se retrouveront juste après, dans une forêt en contrebas du fleuve, pour rapidement réattaquer un camp mongol à proximité. Mais le questionnement sur les méthodes à employer commence à se frayer un chemin. Jin veut encore se comporter en samouraï, aller à l'entrée du camp et les défier en face à face, comme la tradition et son éducation le demandent. Yuna lui fera comprendre que cette méthode, aussi honorable soit-elle, ne suffira pas, car l'ennemi est trop puissant, et même pire. En fait, cette façon de faire condamne petit à petit l'île de Tsushima. Khotun Khan, lui, ne recule devant rien. Il utilise toutes les stratégies pour dominer et réussir sa conquête du Japon. Jin va devoir faire un choix. On a donc là une exposition à une partie du problème que questionne ce jeu. Derrière, la question de l'honneur. Qu'est-ce qui prévaut? L'objectif et le pragmatisme, ici défendre la vie des habitants de l'île, ou être garant d'une vision morale, au concept abstrait et aux bénéfices dilués. La rigidité ou l'adaptation, l'absolu ou le relatif. Son oncle Shimura a essayé de lui faire comprendre qu'il y a un au-delà à l'honneur, et que ce n'est pas seulement un code de conduite personnel. C'est avant tout fait pour être rayonnant. En tant que leader, ils font partie des guides moraux du Japon. Ce devoir d'être est selon lui une posture qui découle sur le collectif. Les hommes du peuple suivront leur exemple, vertueux et irréprochables. Et ils porteront tout ça comme un idéal à atteindre, ce qui garantira une forme de paix sociale. Sortir de l'honneur, en tant que samouraï, c'est une faute grave. Dans un sens, c'est laisser le peuple adopter un comportement et une morale chaotique en proie aux circonstances. Mais Jin est quand même jeune, malgré que ce soit un homme en âge de guerroyer. Il n'entend pas encore l'honneur dans toutes ses subtilités. Alors, il cédera petit à petit aux méthodes de guérilla proches des techniques ninja, ce qui fera grandir la légende du fantôme de Tsushima. L'assassinat en toute discrétion sera la première méthode. Il y en aura par la suite d'autres. La maîtrise de bombes, de kunai, mais surtout la plus violente de toutes, celle du poison. Bien sûr, le code samouraï rejette complètement ce genre de façon de faire. Parce que il faut tuer de face et droit dans les yeux. Donner la mort est un acte lourd de sens, et il doit être considéré par le vainqueur avec gravité. Même si Shimura ne le dit pas explicitement, on peut voir à travers ces règles un respect profond de la vie.
Ne pas détourner le regard est une preuve d'un total respect et de responsabilisation. Ne pas rater une seule seconde de la vie quittant un corps, c'est une conscientisation. Le détourner, par contre, c'est échapper à ce devoir rituelique, ouvrant la voie à ne plus se rendre compte de l'horreur de nos actes. Le fait de céder à la colère est aussi proscrit. C'est une émotion qui pourrait voiler, pour des raisons d'ego, à la fois le discernement, la justice, le poids de l'acte en lui-même et le respect du vivant. En tout cas, tout au long de son chemin, en direction du château, Jin a toujours le même objectif en tête, et il tâchera de se faire des alliés en route. Ces autres personnages luttent aussi pour survivre. Chacun d'entre eux auront une vision du conflit, et bien sûr, ils incarnent des subtilités dans la notion de l'honneur. Il y a Yuna, la voleuse que l'on connaît déjà. Elle compte s'enfuir de cette île avec son frère tout juste libéré. Ce qui ajoute à son statut de voleuse celui de déserteuse et de lâche. Pourtant, elle reste une alliée fidèle et pleine de bravoure, prête à tous les sacrifices dans sa mission pour libérer son frère, voire même après. Adachi Masako, la femme du samouraï lâchement immolé. C'est une vieille dame, noble, sage, aimante et bienveillante. Mais après avoir perdu fils et mari dans cette guerre, elle prendra les armes pour tenter de retrouver ses enfants potentiellement survivants de cette bataille. Mais ils seront retrouvés pendus comme des chiens. Et Masako se retrouvera embarquée dans une conspiration familiale. Elle sombrera dans une rage, qui effacera tout ce qu'il y a de bon, de noble et de juste en elle, la poussant à tuer sans autre forme de procès. Et même, elle tentera de tuer Jin, qui s'est interposé pour lui faire retrouver la raison. Il y a beaucoup d'autres histoires qui bousculent la définition de l'honneur et du mal nécessaire. Chacun de ses alliés sont en quelque sorte les conséquences dramatiques d'un égarement au code de l'honneur. Ils sont le résultat des avertissements de Shimura. Certains évitent le sacrifice et perdront les leurs. D'autres cèdent à la colère et feront du mal injustement. Et il y a l'ami d'enfance de Jin, le ronin et chef des chapeaux de paille, Ryuzo. La guerre a malmené ce groupe de mercenaires. Leur effectif est réduit de moitié et la famine les guette. Après une collaboration dans une opération infructueuse pour récupérer les vivres aux Mongols, Jin les aidera encore une fois pour libérer des hommes prisonniers. Mais ils ont été étrangement bien traités. Les Mongols ont l'air de les avoir bien nourris. Une autre technique de Kutunkan, les graines du doute viennent d'être semées. Mais le grand jour approche, l'assaut du château pour libérer Shimura est imminent. Un plan d'attaque est établi. Tous les alliés sont d'accord. Yuna, Sadako et Ryuzo en font bien sûr partie avec d'autres. Et ils sont opérationnels. Alors, la mission est lancée. Jin passe les murailles, désactive les alarmes et s'enfonce plus profondément direction le donjon intérieur. Et juste avant d'y pénétrer, il tombe sur le gardien du passage. Ils se connaissent bien, vu que c'est Ryuzo qui l'attend. Il a trahi Sakai et s'est rangé du côté des Mongols. La tête du fantôme a été mise à prix. Ryuzo doit nourrir ses hommes. Les Mongols leur ont promis des vivres à profusion. Pour lui, de toute manière, ces barbares ont déjà gagné et l'île de Tsushima est perdue. Seule la vie des ronins qui le suivent compte à présent. Encore un qui, dans un sens, n'a pas suivi le Bushido. À cause de l'amour pour sa famille adoptive et en tant que leader, il est prêt aux pires concessions. Ryuzo, c'est l'incarnation de la causalité, due à la sensiblerie et le sentimentalisme. Ce que Jin a l'air de comprendre. Lui aussi, il se bat pour les mêmes raisons, malheureusement en miroir. Ils défendent tous deux des membres de leurs familles respectives, avec ce qu'ils jugent nécessaire de faire. Il tentera quand même de le ramener à lui, en lui promettant qu'il sera récompensé, s'il participe à la libération du seigneur Shimura. Ça ne suffira pas. Malgré tout ce qui pourrait être perçu comme un manque flagrant d'honneur, aucun jugement ne transparaît de la part de Jin. Étrange Bushido, qu'y a-t-il de mal, en réalité, de se battre pour ce que l'on aime? Le duel fratricide commence. Le fantôme de Tsushima l'emportera. Et pour en réchapper, Ryuzo criera la position de son ancien ami aux Mongols. La bataille se corse, mais le sauvetage est un succès. L'oncle, Shimura, prendra les armes. Et avec Jin, tous les deux anéantiront les Mongols restants. C'est une franche réussite, mais les retrouvailles se font vite amères. Le seigneur Shimura a eu vent de ses exploits, ou plutôt de ce qu'il appelle des méthodes brutales, impulsives et évidemment sans honneur. Étant le Jito, il nous confirme que sa vision du code d'honneur, ce fameux Bushido, est stricte et inébranlable. Jin n'avait donc pas à faire tout cela pour le sauver, même s'il lui en est éternellement reconnaissant. Pour lui, même si ça a l'air contre-intuitif, les émotions
les plus humaines comme les plus aimantes, ne sont que des égarements, des distractions qui détournent le guerrier de son devoir et de sa droiture. Si l'honneur de Shimura est un roc, il se trouve être incompatible avec un comportement adaptable et souple. Le Jito refuse de céder à l'idée que les circonstances peuvent augmenter ou diminuer la bonté, ou la malice de l'acte, et même être si importante qu'elle change entièrement la nature de l'acte moral. Pour lui, s'adapter aux circonstances, c'est la possibilité qu'un jour, les actes et leurs conséquences nous échappent. Il craint que les périodes extrêmes engendrent des réponses extrêmes. En tout cas, même si leur vision diverge, ça ne l'empêchera pas par la suite de vouloir faire de Sakai son fils légitime et de demander l'approbation au shogun. Je souhaite que tu deviennes mon fils légitime. Mon oncle. Au fond de moi, je t'ai toujours considéré comme mon héritier. Quand cette guerre sera finie, nous l'officialiserons. Un jour, notre peuple te considérera comme son chef. Tu deviendras leur vénérable Jito, appuyé par les pleins pouvoirs du shogun. J'espère le servir aussi bien que vous l'aurez fait. Cela ne fait aucun doute. Mais l'histoire n'en a pas décidé ainsi. Redoublant d'efforts, de violence et de détermination, Sakai remporte bataille après bataille, allant jusqu'à un désaccord frontal avec son oncle lors de l'assaut pour reprendre le château des Shimura. L'entêtement du Jito est stérile. Il compte prendre le château par la grande porte, comme le veut encore et toujours le Bushido. C'est stupide, d'après Sakai, vu que Khotun-Khan tourne en permanence ce code de conduite pour son avantage. Jin partira donc de son côté, pour empoisonner la boisson des Mongols, qui y mourront dans une souffrance insupportable, pendant que le dernier duel avec Ryuzo est lancé, pour que ce dernier paye pour la mort du frère de Yuna, qu'il a presque directement causé. Shimura, lui, sera horrifié de voir de ses yeux les méthodes employées par Jin. Et les hommes du shogun en seront témoins avec lui. Sakai est allé trop loin. La différence entre lui et Khotun-Khan n'est presque plus perceptible finalement. Si le chef mongol est machiavélique, Jin n'agit pas si différemment. Ce sont tous deux des êtres pragmatiques et des stratèges cruels, qui peuvent aller loin dans leur barbarie. Ils sont peut-être encore tenus par une morale forte, j'en sais rien. Mais là, pour l'instant, seul le but désiré compte. Ils sont une démonstration des écrits de Machiavel, le philosophe florentin que j'ai évoqué un peu avant, qui a théorisé la guerre et les nécessités à accomplir. Il y a la flexibilité tactique que Machiavel met en avant. Il est nécessaire d'adapter les stratégies aux circonstances changeantes du champ de bataille. Il prône l'usage de la ruse et de l'ingéniosité pour déstabiliser et surprendre l'ennemi. Il conseille toujours de rechercher à avoir un avantage stratégique, que ce soit par la surprise, la désinformation ou l'exploitation des faiblesses de l'adversaire. Et étonnamment, l'éthique, selon lui, un bon général doit veiller à sa réputation. Car la gloire inspire la crainte et le respect, non seulement chez ses propres soldats, mais aussi chez ses ennemis. Il est nécessaire de traiter les prisonniers avec humanité, non pas par pitié, mais pour éviter les révoltes futures, et maintenir ainsi une image honorable. Ce que Khotun-Khan avait fait avec les Ronins, si vous vous en rappelez. Mais on peut se demander malgré tout si ces deux-là n'ont pas perdu de vue la notion de gravité de l'acte de tuer. Seulement, l'un est envahisseur et l'autre défenseur de son peuple. Ce qui nous trompe en tant que spectateurs, en acceptant les actions de Jin comme justes, alors qu'elles ne tiennent encore et toujours juste à des circonstances. Rien ne dit que dans une histoire inversée, Jin ne devienne pas monstrueux. Les actes de Jin tombent donc sous le coup de la loi. C'est un samouraï qui a officiellement abandonné le Bushido. Et il sera écroué juste après la reprise du château. La prison ne sera pas grand-chose, il s'en échappera facilement grâce à d'anciens alliés qui lui sont restés fidèles. Obligé de retrouver une nouvelle force armée, il va recruter des bandits. Et il fera parvenir une lettre à son oncle, décrivant son intention de porter le coup final à Khotun-Khan. Shimura répondra présent, et prendra d'assaut la forteresse où est basé le chef mongol, pour laisser le champ libre aux fantômes d'agir. Khotun-Khan tentera de fuir, trouvant toutes les manières pour éviter le duel, jusqu'à être enfin au pied du mur. Mais les choses ont changé. Le jeune samouraï est en passe de devenir une légende, et Khotun-Khan va être enfin vaincu. Même si c'est une victoire éclatante, elle est de courte durée, et un rendez-vous est organisé avec l'oncle Shimura, pour converser de quelque chose de grande importance,
Le clan Sakai est dissous. De ce fait, Jin n'est plus un samouraï. Et dans un dernier trajet à cheval, pour aller rendre hommage aux disparus de guerre, Shimura livrera le reste de la nouvelle. Le peuple est en train de se lever contre les samouraïs et le shogunat, se revendiquant de la voix du fantôme de Tsushima. Jin a alors été désigné par le shogun comme un traître. Ils savent très bien ce qu'il va advenir. Chacun des deux hommes écrivent les derniers mots de leur clan. Ils se respectent au plus haut point malgré les voies choisies. Ça sera un duel dramatique d'un père et son fils. L'un d'eux doit mourir sous les derniers rayons du crépuscule. Ce n'est pas ma vengeance. C'est un châtiment. Accorde-moi une mort honorable. Votre souvenir ne s'éteindra jamais. Celui d'un grand guerrier, d'un chef éclairé et d'un père. Merci, mon fils. Retrouve-moi dans la prochaine vie. Promis. C'était un vrai bel hommage. J'ai perçu ça comme quelque chose de sincère et de bien intentionné. Même si le jeu ne brille pas par son gameplay, qui est un peu vieillot, et qu'il a même une tendance à être creux quant à sa teneur philosophique, il n'en reste pas moins une tentative louable, de la part d'Américains généralement peu enclins à mettre en avant une culture si opposée à la leur. Même s'ils utilisent ce qu'on pourrait appeler des poncifs, la culture japonaise n'en reste pas moins traitée avec douceur et respect. Encore plus étonnant, c'est fait avec calme, simplicité et poésie. Il n'y a qu'à voir les activités annexes, comme les onsen, lieux qui vont permettre d'accroître notre santé maximale. Et dans ces moments de détente, il nous sera demandé de choisir une réflexion sur les ancêtres ou la vie de guerrier, etc. Après, dommage, on n'aura le droit qu'à de simples phrases peu profondes, mais c'est quand même un détail qui renforce cette impression solennelle. Le rapport à la nature est aussi mis en avant, avec des spots de méditation où Jin créera des haïkus, qui sont des très courts poèmes, généralement en 3 parties. Les animaux font aussi partie de cette nature, et il faudra dénicher les kitsune pour être guidé vers les temples à honorer. Et plus basiquement, suivre le vent, en guise de GPS, aidera à poser cette ambiance mystifiante et un sentiment de respect sincère.
Je n'ai pas parlé de la direction artistique, ni de la technique, ni du mode Kurosawa, qui est le plus grand réalisateur du Japon. Mode qui, au-delà de juste être un filtre noir et blanc, essaye de capter l'imagerie de ce réalisateur, en amplifiant les phénomènes météorologiques, augmentant ainsi la charge dramatique. Enfin bref, pas besoin de s'égarer plus longtemps, de toute manière, il n'y a qu'à regarder les images pour comprendre que c'est un travail plein de bons sentiments. Par contre, revenons sur les questions de l'honneur et du Bushido. Il y aurait beaucoup à dire. On voit bien que les scénaristes nous mettent face à un trio, avec 2 extrêmes et un milieu. Khotun Khan, mongol que rien n'arrête, parfait élève de Machiavel, capable de décapiter sans aucun regret un innocent pour le bien de son plan. Mais je ne reviendrai pas sur son cas, on en a déjà assez parlé. Shimura, le pilier moral inflexible, opposé à Khotun Khan, bien sûr. Lui, c'est évidemment une vision extrême et caricaturale de ce que l'honneur devait être à l'époque. Mais pour ce personnage, les scénaristes ont probablement accentué les propos du livre de Inazo Nitobe, appelé Bushido, l'âme du Japon. C'est en général le livre qui est pris comme base pour imaginer ces guerriers samouraïs. Pourtant, il est écrit en 1899, à New York, en anglais, et à l'intention directe de l'Occident. L'auteur voulait redorer l'image du Japon. C'est un livre apologique et idéologique. Mais historiquement, il n'y aurait plus rien en commun avec le Bushido des guerriers samouraïs de l'ancien temps, qui avait déjà disparu depuis près de 300 ans. Même s'il en restait encore quelques lignées, à l'époque de l'écriture de ce livre, c'était en finalité plus de la posture et du rituelique. Ça n'avait donc plus rien à voir avec leurs ancêtres. Et le dernier étant Jin, à la fois le plus jeune des trois, et par conséquent le plus en proie au doute, tiraillé en permanence entre ces 2 façons d'être, jusqu'à la scène de fin où il démontre quand même qu'il n'a pas renoncé à la notion d'honneur. Alors qu'il aurait pu laisser son oncle en vie, ce qu'il est possible de faire quand même, mais ce n'est pas canon à l'histoire, malgré sa radicalisation, il a peut-être trouvé à cet instant son juste milieu. Ça restera à confirmer dans le 2e opus. Même si ce jeu prend le parti d'être extrême dans sa vision grâce à ce trio, il réussit à provoquer des questionnements importants. Alors autant dire que Ghost of Tsushima ne remet pas en question le duel, ce qui est quand même un peu étrange, mais j'imagine qu'il fallait faire des choix narratifs. Par contre, l'un des aspects les plus touchants, voire importants, pourtant de premier abord contradictoire, c'est cette question du respect de la vie, tout en étant guerrier et donc régulièrement amené à la hauteur. Cette philosophie que l'on attribue souvent aux samouraïs et aux Bushido est pourtant bien plus universelle que l'on ne le pense. Bien que leur code ait eu une grosse influence shintoïste, saint Thomas d'Aquin et même Gandhi pouvaient légitimer la violence. Par exemple, sur le site dédié à Gandhi, on peut retrouver les phrases qu'il a pu dire ou écrire, notamment sur la nécessité de la violence. Sur le thème « La violence et le choix », il dit « Je crois que, là où il n'y a qu'un choix entre la lâcheté et la violence, je conseillerais la violence. Je préfère que l'Inde recourt aux armes pour défendre son honneur, plutôt que devenir lâchement un témoin impuissant de son propre déshonneur. » Et il y en a beaucoup d'autres sur ce thème. Et même si c'est étonnant, les chrétiens aussi ont une vision similaire. Je vais prendre un exemple plus porté sur la guerre en elle-même. Saint Thomas d'Aquin, dans Somme théologique, expose sa théorie de la guerre juste. Il affirme que la guerre peut être moralement justifiée sous certaines conditions strictes. Elle doit être déclarée par une autorité légitime, avoir une cause juste et être menée avec une intention droite. Cela signifie que les belligérants doivent chercher à promouvoir le bien et éviter le mal, et non pas se venger ou obtenir des gains personnels. Une guerre juste, c'est celle qui est menée pour corriger une injustice manifeste. Et ce, uniquement lorsque toutes les autres options pacifistes ont été épuisées. Il insiste également sur la proportionnalité, c'est-à-dire que les dommages causés par la guerre ne doivent pas être plus graves que ceux qu'elle a cherché à prévenir. Évidemment, entre les principes et les actions des hommes, il y a beaucoup de différences. Et si l'on cherche bien même entre ces 2 personnes, il doit y avoir des nuances importantes. Mais je voulais juste souligner le fait que la vie et la violence ont toujours été traitées avec beaucoup de soin et que l'un n'est pas l'antithèse de l'autre. Mais du coup, l'honneur dans tout ça. L'honneur est mis en question dans l'opposition entre le réel circonstanciel et la morale absolutiste. Jin et tous les autres alliés qui doivent composer avec la réalité et les circonstances le font pour leur bien et ceux de leurs proches. Le jeu nous offre plusieurs facettes du prisme de l'honneur, par le biais des perceptions et des actions de chaque personnage, mais aucun, étrangement, n'a l'air de détenir la clé de la vérité. Ils n'ont finalement pas plus raison que Shimura, qui incarne cette morale samouraï inflexible et cet entêtement inefficace. Les uns comme les autres ont leurs torts et leurs échecs.
Un exemple significatif, c'est cet événement que j'ai passé sous silence. Ce poison que Jin utilise sur les Mongols va, à un moment, être détourné par ces derniers et sera retourné contre le fantôme. La dernière bataille étant en réalité inévitable pour éviter aux Mongols d'utiliser ce poison à grande échelle, chose qu'un honneur strict n'aurait peut-être pas déclenché. En regardant bien, on peut entrevoir ce qui vient sous-tendre l'honneur, et l'on pourrait extirper une sorte de code de conduite pour ordonner le nôtre. Jin et Shimura ont été conscients de tout ça, raison pour laquelle il n'y a jamais eu de jugement ni de détestation entre eux. Il y avait une forme de lucidité sur leurs propres limites. Ce sont des hommes et ils sont restés humbles. Et je pense avoir vu leur pardon mutuel tout au long de l'histoire. Ce qui, à mon sens, est une composante essentielle pour traiter de la bonne appréhension de l'honneur. Il y aurait donc plusieurs qualités. Déjà, le zèle. Comme être belliqueux est incompatible avec l'honneur. Un être rustre, violent, prêt pour un rien à faire jouer sa force, n'a rien d'honorable. Même Shimura, pourtant un homme extrême dans sa vision, ne tombe pas là-dedans. Être capable de juger la conséquence morale, dans l'objectif de maximiser le bonheur et de minimiser la souffrance, en étant dans la dignité humaine le plus possible. Avoir une intention morale droite pour le bien commun, et sans recherche égoïste. Recourir à la violence en cas de dernier recours, pour être dans le pardon avant tout. L'attribut des forces selon Gandhi. Tout ça, finalement, pourrait se résumer à une simple quête de sagesse, peut-être la plus grande vertu. Du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à essayer. Et peut-être voir que, finalement, la place de l'honneur dans notre monde et dans notre société n'est en fait qu'une petite question sans grande importance.